Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Diaspora FM et l'émission qui démarre, c'est bel et bien point 7, l'émission qui postule évidemment à l'analyse des faits marquants de l'actualité ici au Bénin et pourquoi pas dans le monde. Les 2 semaines précédentes, nous étions au Sénégal pour nous instruire et pourquoi pas révéler un peu les dessous de l'embellie qui se déroule là-bas. Vous avez suivi un peu la suite, évidemment, des événements avec le tout nouveau gouvernement, le gouvernement dit de la rupture, et bien sûr qui donc est désormais sur le pays en train de gérer le pays de l'autre côté. Cette semaine, on se retrouve chez nous puisqu'il y a quand même eu des faits marquants au nombre desquels le limogeage non attendu du conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur Joannès Dayon, qui désormais n'est plus avec le chef de l'État au palais, notamment de la présidence de la République. Quels sont les dessous de ce limogeage et quelles sont les équations que le chef de l'État, le président Patrice Talon, doit évidemment résoudre pour manœuvrer comme cela se doit en 2026, parce que l'homme a dit 2026 ne se passera pas sans lui, et vous le savez, c'est lui qui est là, et il se doit d'organiser la maison avant de partir. Pour en débattre, j'ai avec moi en studio Dr Reginald Osoupo, il est spécialiste des questions de communication politique. Bonjour. Bonjour Peggy Dagba et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Ishola Diga, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, je salue les auditeurs et auditrices de la radio Diaspora FM. Je salue également les internautes qui nous suivent et qui prennent l'émission au vol grâce à la magie de l'Internet. Ishola Diga, je reste avec vous pour planter le décor de cette émission. Après Oswaldo Meki, qu'on croyait indéboulonnable, voilà un autre indéboulonnable, un autre, on va dire, fidèle des fidèles, Joannès Dayon, qui quitte le navire Rupture. Comment avez-vous vécu la nouvelle? Je l'ai vécu comme tout le monde, à l'instar de mes compatriotes. J'ai pu observer que effectivement, M. Joannès Dayon, qui fait partie, n'est-ce pas, de la classe de ces happy few, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire ces rares personnalités, les plus privilégiées qui entourent, n'est-ce pas, le chef de l'État, donc qu'il soit limogé, écoutez, a surpris tout le monde et j'ai fait partie, n'est-ce pas, de ceux qui ont été également surpris par la nouvelle de son limogeage. Écoutez, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les raisons qui fondent, n'est-ce pas, son limogeage, celles-là qui ont amené le chef de l'État à prendre ses distances vis-à-vis de son collaborateur et son cousin aussi, il faut le rappeler. Il faut dire que deux visites et deux raisons ou deux versions, se disputent la vedette par rapport à cette actualité. D'une part, on parle d'une suscitation de candidature par un mouvement de jeunes qui serait proche de Joannès Dayon. De l'autre côté, on parle d'une rencontre qui aurait mal tourné et c'est RFI qui nous a tous informés par rapport à ça. Maintenant, entre les deux, qui dit la vérité, les prochains jours nous édifieront. Mais en attendant, nous attendons tous de voir, n'est-ce pas, la prochaine destination de Joannès Dayon. Est-ce que il prendra effectivement ou réussira-t-il, n'est-ce pas, à avoir l'adhésion d'un parti politique pour finalement éclore son ambition présidentielle, puisque c'est cela qui lui a valu, n'est-ce pas, son limogeage.
On dit dans les coulisses qu'il nourrit, n'est-ce pas, des ambitions présidentielles. Or, le président Patrice Talon l'a dit, il a sonné le tocsin à travers sa récente interview, où il dit que tous ceux qui, n'est-ce pas, se mettront au travers de sa décision par rapport aux enjeux électoraux de 2026 vont, n'est-ce pas, être victimes, vont vivre le même sort que Johannes Dayon. Et donc, je ne sais pas, les jeunes qui étaient partis, n'est-ce pas, pour parler d'un événement qui va se focaliser uniquement sur l'entrepreneuriat, ont commis, n'est-ce pas, la maladresse de susciter sa candidature. J'étais là ce jour-là, et puis il a dit, mais voilà, ces jeunes, voilà, à travers cette suscitation de candidature, c'est pour créer évidemment des problèmes au monsieur, et cela n'a pas raté. Aujourd'hui, il est mis à l'écart, et donc Patrice Talon montre à tout le monde qu'il tient toujours les cartes en main jusqu'à la dernière minute, comme lui-même l'a dit. Et dans les prochains jours, qu'est-ce qui se passera par rapport à la destination, comme je l'ai dit, de Johannes Dayon? Les prochains jours, prochains événements nous édifieront davantage. D'accord. Je la suppose, je vais comment dire, ajouter à la liste des fidèles qui ont quitté le navire. Le premier d'ailleurs à partir, c'était évidemment candidat Zanaï. Alors dites-nous, ces inséparables qui s'en vont, qu'est-ce qui se passe au niveau de la maison Rupture? Ce sont les réalités du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Nous tendons vers les élections générales de 2026 et notamment de la présidentielle de 2026. Et pour toute garantie... Est-ce qu'on peut dire qu'après le code électoral sécurisé, le roi est en train de sécuriser sa cour? C'est vous qui le dites. Mais chacun a sa façon de faire les choses. Chacun a sa façon de faire les choses. Et ce à quoi nous assistons dans la cour présidentielle n'épargne ou n'épargnera personne. Si celui qui, par moment, assumait l'intérim du président de la République quand il était absent du territoire national, en arrivait à subir la foudre présidentielle, nous devons nous poser des questions. J'analyse cela sous 2 ou 3 angles. Le premier angle, c'est que le chef de l'État, dans sa progression, reste fidèle à une ligne qui n'est pas totalement partagée, mais une ligne qui lui est personnelle. Il y en a qui pourraient faire semblant d'être avec lui, mais qui, je ne parle pas spécifiquement du cas Dayon, mais qui, dans la pratique et dans la mise en œuvre d'un certain nombre de tâches, ne se rapprochent pas de la position du chef de l'État. Deuxième angle, vous avez parlé de sollicitation de candidature. Après ce qui est arrivé à Oswald Omeki, puisque étant membre d'un parti politique, il a publiquement déclaré son amour. Fait et cause pour... pris fin et cause pour... un potentiel, on va dire, oui. Probable, un potentiel probable candidat. Oui, il a pris fait et cause pour Olivier Bocor. Le président de la République ne l'a pas apprécié. Il a même précisé au cours de l'une de ses dernières sorties qu'il n'admet pas cela. À partir du moment où il est membre d'un parti politique et qui plus est proche de lui, membre du gouvernement, ayant travaillé à la consolidation du système partisan. Donc, que les jeunes aient suscité la candidature de Johannes Dayon, ça pourrait irriter, mais parallèlement, on est dans le même pays où les gens suscitent la candidature de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que cette personne-là n'a pas une position officielle. Cette personne, il n'est nommé nulle part. Il est nommé nulle part. Donc c'est ça qui le protège peut-être. Monsieur Dayon... Même si le chef de l'État l'a dit publiquement, c'est mon ami personnel.
et que chacun répond de ses amis. Et les amis répondent de leurs amis. Donc, c'est une question de concept personnel, de fidélité, de franchise envers un individu. Quoi qu'on dise, hein, nous, malgré les commentaires et les récriminations, il est de toute évidence que même certaines sorties à l'extérieur du président de la République, eh bien, il y a Olivier Bokor dans la délégation. Ça surprend peut-être les gens, mais c'est peut-être la manière de manifester une amitié. C'est vrai que le fait que le président de la République tape successivement sur ses proches n'est pas nécessairement le signe d'une déchéance de sa classe ou de sa cour politique, non. À la limite, ce sont des coups de bâton de discipline. Je l'apprécie ainsi parce que dans le système partisan, l'objectif, c'est que ceux qui seront candidats, et surtout ceux qui seront candidats à la présidence de la République, soient portés par les partis politiques. Ça lui reste, il a précisé à qui veut l'entendre et devant les démocrates que toute tentative tendant à fragiliser le système partisan, il sera contre. Alors, le troisième angle, c'est tellement que pour que que la décision vienne aussi violemment, c'est qu'il y a peut-être un deal qui a été violé. Et quand je dis deal, ce n'est pas nécessairement du business, c'est qu'il y a des principes sur lesquels eh bien, la collaboration reposait, qui auraient été brisés par l'un ou l'autre. Dans tous les cas, nous sommes dans des hypothèses. Il n'y a que les deux qui sachent ce qui est arrivé. Et pour maintenir aux sources internationales, il a été dit qu'avant cette décision du président de la République, il y a eu une séance houleuse entre les deux. Sur quel sujet, au pluriel ou au singulier, nous ne le savons pas. Donc nous restons dans les supputations. Toujours est-il que ce qui s'est passé, et qui s'est passé sur un trop ou très proche du président de la République, en l'occurrence M. Jones Dayon, dans la mouvance pourrait faire paniquer parce que personne n'est à l'abri aujourd'hui. Personne n'est à l'abri. Proximité familiale, proximité dans les affaires. N'oubliez pas que M. Jones Dayon est l'expert comptable personnel de toutes les sociétés, de M. Patrice Talon, entre-temps homme d'affaires. Donc cette proximité est restée et malgré tout ça, le chef de l'État a frappé si fort. C'était inattendu. C'est peut-être un coup de tonnerre, mais cette décision a peut-être l'avantage de discipliner davantage les politiques autour de ce qu'est l'idéal du président Patrice Talon vers 2026. Il a certainement la volonté de conduire la vague jusqu'en 2026 dans la discipline, quitte à ce qu'un de ses proches prenne le relais. Ça ne sera pas facile parce qu'en face, il y a des adversaires qui savent aussi qu'ils travaillent et qui veulent une alternance totalement différente et qui sort des principes que M. Patrice Talon a prônés depuis 2016 à la tête du Bénin. Alors, dites-moi, Eugène Alosopo, comment ou quelle sera la suite Jones Dayon, limogé, est-ce qu'il sort de la barque de rupture ou bien tout simplement il rejoint l'ombre? Vous savez, ça dépend de M. Dayon. Ce n'est pas aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas sortir de la barque de la rupture et garder une certaine crédibilité. Ce n'est pas évident. Tout le monde sait le rôle qu'il a joué. Il est le géniteur par le BAI des agences qui dépendent de la présidence de la République, ces nombreuses agences qu'on a pensées et mis sur pied et qui fonctionnent. Donc tout le monde sait que, eh bien, il est derrière tout ça. C'est le cerveau pensant avec son équipe de tout ce qui est arrivé en matière d'agence. Donc il ne peut pas, après 8 ans, avec le président Patrice Talon, se démarquer totalement de son bilan. Maintenant, tout le monde a son tempérament. Je le vois pas, je ne l'imagine pas s'opposer
à Patrice Talon ou bien devenir un adversaire farouche contre, il n'en aura pas la crédibilité. Il a peut-être les moyens, mais il n'en aura pas la crédibilité et les populations ne vont pas l'apprécier. Qu'est-ce que vous appelez crédibilité? Il commence à s'opposer au président Talon. L'homme n'a-t-il pas assez de capacité, non, vous savez, assez d'honorabilité pour porter écoutez, sa parole? Nous avons supputé sur les causes de son départ tout à l'heure. Mais on ne peut pas parler de Patrice Talon sans Joël Dayan. Je vous ai dit, beaucoup estiment que quand bien même le chef de l'État devait sortir, c'est lui qui portait la signature de l'intérim. Donc c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est un rapport de confiance. De confiance. Et si ça, on en arrive là, il n'y a pas autre commentaire que de croire que il y a eu de fortes dissensions entre les deux hommes sur des questions certainement de principe, sur des questions de méthodologie et sur des questions de conception personnelle. Maintenant, qu'il soit parti parce que limogé et qu'il se retourne contre son ancien maître, son cousin, je ne le vois pas personnellement dans cette posture. Il peut à la limite se taire, voir les choses se faire. On peut avoir reproché des choses à des gens qui, par la magie du temps, se retrouvent en pole position. Ce n'est pas interdit. Il n'est pas interdit qu'en 2016 ou en 2026 que, eh bien, Joannès Dayan remonte en surface ou assure d'autres rôles dans la République. C'est pas parce qu'on a été limogé une fois qu'on devient un individu vil dans la République. C'est faux. C'est vrai. Alors, Ichola Djiguin, moi je me souviens, l'un des premiers à porter la parole, on va travailler pour que la parole sur la candidature de Patrice Talon tombe dans le public. C'est quand même un certain Joannès Dayan. Je ne crois pas trahir un secret quand je vais dire que l'un des premiers plateaux qui, on va dire, réunissait les annonceurs de la candidature de Patrice Talon, c'était sous la supervision personnelle de Joannès Dayan. Voilà quelqu'un qui a été vraiment intimement lié à l'avènement de Patrice Talon au pouvoir au Bénin. Voir ce monsieur partir comme ça, limogé à la face du monde, est-ce que franchement, j'ai pas envie de dire on peut faire ça à un ami, mais on n'a pas non plus la teneur du disgrâce. Mais comment on peut comprendre qu'on en arrive là, entre deux hommes qui partageaient autant de choses? Non, c'est comme on l'a dit dans la précédente émission par rapport au cas sénégalais. Vous savez, les intérêts politiques divisent les amis. Même le mari et la femme, les intérêts politiques peuvent les diviser. Donc, vous savez que la politique, la dynamique politique peut conduire jusqu'à cette extrémité. Aujourd'hui, si quelqu'un, un pion comme Joannès Dayan, qui était si proche du chef de l'État, je vais utiliser était parce qu'il il ne fait plus partie de la BAC, aujourd'hui qu'il en vienne, n'est-ce pas, à subir, n'est-ce pas, ce bâton, venant du chef de l'État, surprendrait beaucoup de Béninois et surprendrait également plus d'un, j'allais dire, observateur. Mais au-delà de cet aspect, il faut reconnaître qu'entre eux deux, ils savent très bien ce qui les a amenés jusqu'à ce point, jusqu'à cette turpitude, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je doute fort. Patrice Talon, le connaissant, ayant plusieurs tours dans sa gibecière, a voulu, n'est-ce pas, montrer à ces éléments qu'il tient toujours les cartes en main et qu'il va essayer, n'est-ce pas, de taper sur les doigts de tous ceux qui chercheront, n'est-ce pas, à sortir du cadre qu'il a tracé. Il a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a évoqué dans sa récente interview, il a tout dit déjà, hein, tous ceux qui, n'est-ce pas, se seraient, n'est-ce pas, tentés
d'aller contre cette décision ou de parler de la suscitation de candidatures qui ne viendraient pas par les partis politiques, en tout cas avant 6 mois des élections, tous ceux-là subiront, n'est-ce pas, le même sort que Johannes Dayon. Maintenant, à son niveau aussi, on sait qu'il nourrit des ambitions présidentielles. D'accord? Mais jusqu'à présent, vous l'avez certainement, qui ne vous a pas échappé, j'allais dire que récemment, il y a eu une polémique autour de son âge. Et il y a une presse qui avait parlé à l'occasion, n'est-ce pas, de la célébration de son anniversaire, qui a dit que l'âge de Johannes Dayon était déjà dépassé et qu'il était déjà forclos, qu'il ne pourrait plus être candidat à la présidentielle. Et quelque temps après, il y a eu des jeunes qui étaient venus démentir l'information pour aller contre ce que le confrère a écrit. Et donc, à ce niveau-là aussi, il y a beaucoup d'inconnus. Maintenant, que va-t-il se passer? Bon, seuls les prochains jours nous édifieront. Mais en attendant, je dis que Patrice Talon, je ne le dirai jamais assez d'ailleurs, à ce niveau-là, il aurait pu nous dire ce qui a conduit, n'est-ce pas, à ce limogeage. Et c'est l'un des talons d'Achille de ce régime, parce que chaque fois, on tente, n'est-ce pas, de vendre la peur, de faire peur à tout le monde. Vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui. Et Lionel Zinsou l'a rappelé à maintes reprises que l'homme, le prince national, a pour habitude, n'est-ce pas, de vendre la peur. Il aime faire peur à tout le monde. Et donc, désormais, ces éléments doivent, en tout cas tous ceux qui soutiennent son action, doivent savoir que ils doivent rester dans les rangs, disciplinés, jusqu'à un moment où il donnera le tic pour que tout le monde prenne le départ. D'accord? Et donc, désormais, il va falloir que Patrice Talon fasse cet effort. D'accord? Fasse cet effort d'édifier les populations. Dès lors qu'il prend ces genres d'actes, il va falloir que les uns et les autres, pour éviter justement les amalgames, les polémiques inutiles, les récriminations, j'allais dire, des faits supposés, il va falloir qu'il motive un peu cette décision. Parce que jusque-là, même au niveau du gouvernement aussi, quand on limoge aujourd'hui, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui a pu conduire à ce limogeage? Qu'est-ce qui a pu conduire Patrice Talon, n'est-ce pas, à se séparer d'un ami aussi proche? Et donc, à ce niveau-là, il va falloir que Patrice Talon fasse un petit effort. Et je l'ai dit, et il a voulu être porté en triomphe, et lui-même l'a dit, il a dit publiquement, oui, être Orbi, qu'il veut être porté en triomphe, qu'il veut ressembler à Mandela, qu'il voudrait que les Béninois le considèrent à la fin de son mandat comme étant le Madiba national. Mais s'il veut effectivement y parvenir, il doit pouvoir extirper, n'est-ce pas, de sa gouvernance ces genres d'éléments. Les éléments qui amèneront, n'est-ce pas, ou qui feront le lit, dresseront le lit à un certain nombre de situations qui pourraient nous conduire dans l'impasse. Et donc, désormais, il faut qu'ils choisissent, n'est-ce pas, cette dialectique pour permettre aux uns et aux autres de lui trouver toujours des torts, de l'accabler d'un certain, ou l'affubler simplement d'un certain nombre de qualificatifs qu'il ne leur pas, en fait. Donc, désormais, il faut qu'il fasse cet effort. Et donc, moi, je l'ai toujours déploré. Depuis 2016, nous l'avons vécu. Il y a, j'allais dire, Montesquieu a dit dans l'esprit des lois que, j'allais dire, qu'il y a 3 types, n'est-ce pas, de gouvernement. Il y a la République, il y a la monarchie et puis le despotisme. Le dernier cas, faire intervenir la force policière et la terreur des sujets. Ce dernier cas, nous le vivons depuis 2016. Et pourquoi? Beaucoup de personnes le disent d'ailleurs, que Patrice Talon ne coûte pas son peuple.
Et ce n'est pas une bonne chose. S'il veut effectivement être porté en triomphe, il faut qu'il évite. Vous ne pouvez pas dire ça efficacement. Il y a eu des cas sur lesquels le chef de l'État était décidé à prendre une décision, à appliquer une décision, mais a dû, à revenir sur sa décision. Je sais pas, d'aujourd'hui par exemple, qu'on aurait dû avoir... à titre d'exemple, je veux dire, la répression des casques, pour non-port de casque, la répression à l'occasion des infractions au code de la route, ça a été différé plusieurs fois. Ce n'est que finalement, de guerre lasse, on va dire, que ça se fait. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas à l'écoute de son peuple. Je ne le dirai jamais assez. Patrice Talon n'est pas à l'écoute de son peuple. Mais je viens de vous démentir. Je viens de vous donner un exemple. Si vous étiez à la place Idi pour le Ramadan, l'édition 2024, vous l'auriez su. À ce niveau, nous l'avons encore enregistré. Beaucoup de personnes à ce niveau l'ont dit que Patrice Talon, il faudrait que désormais, encore qu'il tire vers la fin de son mandat, il faudrait qu'il écoute un tout petit peu son peuple. Patrice Talon n'écoute pas son peuple. Je n'invente absolument rien. Et pourquoi vous le dites? Mais vous avez parlé du problème des castes tout à l'heure. Oui. Vous avez vu comment le contrôle se fait? Comment on terrorise les populations? Mais c'est pas lui, non? C'est pas lui qui terrorise les populations. C'est la police. C'est la police qui applique sur le terrain. Mais je vous ai dit que c'est pas maintenant que ça aurait dû se faire. Ça devrait se faire depuis un peu plus tôt, quand même. Mais la police, c'est la force publique. Oui. Qui tient la force publique? C'est qui? Allez-y. Dites-le moi. Puisque vous semblez refuter lorsque on parle de Patrice Talon en ces termes. Quand on commence par souligner des points noirs. Moi, il y a des éléments qui vous démontrent. Nous avons parlé du problème de caste. Oui. D'accord? Mais vous voyez comment le contrôle se fait? Les policiers ne respectent personne. On brutalise les populations. Je n'invente absolument rien. Sortez un tout petit peu pour aller voir comment ça se passe. Mais donc, si Patrice Talon écoutait effectivement... Est-ce que les populations se comportent comme les règles le définissent? La population ne se comporte pas comme les règles le définissent. Je pose la question. Vous êtes sûr? Écoutez, les Béninois respectent la loi. Mais aujourd'hui, on les contraint, n'est-ce pas, à respecter les tests et avec la force policière. Pourquoi? Est-ce qu'on a effectivement besoin d'agir ainsi avant que les Béninois ne respectent les tests? Est-ce que vous ne voyez pas des Béninois sans casque dans la circulation? Mais est-ce qu'on respecte la loi comme ça? On respecte la loi. Pourquoi? Ah bon? Aujourd'hui, les gens ont tellement de problèmes. Il y a beaucoup d'urgences. La popularisation est grandissante. C'est vrai que c'est une question de sécurité. Mais on devait, n'est-ce pas, prendre toutes les dispositions pour aller avec beaucoup d'élégance. Sensibiliser suffisamment les populations. Est-ce que vous croyez que les populations étaient suffisamment sensibilisées? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les populations soient suffisamment sensibilisées avant de passer à la répression. Or, pour passer à la répression, il faut avoir suffisamment sensibilisé. Cela n'a pas été fait en amont. Cela n'a pas été bien fait en amont. Et donc, aujourd'hui, les Béninois ont déjà des difficultés pour joindre les deux bouts. Et vous voyez comment les casques qui sont même vendus sont des casques Bayo, si je puis m'exprimer ainsi. Et encore, parallèlement, le gouvernement parle de casques certifiés. Ah, c'est le même gouvernement qui observe ces babas-là qui vont prendre les casques pour venir les vendre cher, doublement cher. À ce niveau-là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Si Patrice Talon écoutait effectivement son peuple, tous ces problèmes-là seraient déjà aplanis. D'accord? Donc, je le dis, je persiste, je signe pour dire que Patrice Talon n'écoute pas son peuple. Désormais, il va falloir qu'il écoute son peuple. Ceux qui l'ont élu, n'est-ce pas? L'ont élu au pouvoir. Il ne peut pas se mettre encore à les terroriser. Sinon, s'il écoutait effectivement son peuple, il aurait dit, rappelé, n'est-ce pas, les policiers, ceux-là qui terrorisent les populations, il les aurait dit, rappelé à l'ordre. Tout au moins appeler leur chef, dit, bon, désormais, il faudrait un peu plus d'élégance. Parce que moi-même, j'observe, je reçois beaucoup de plaintes. Il sait bien que certains de ses concitoyens sont durs d'oreille. C'est pourquoi il se tait. D'accord. Ils sont durs d'oreille. Est-ce que c'est la majorité? Comment lui-même s'y prend? S'il faut à chaque fois mettre la force policière, mais ça ne mènera nulle part. Après, au départ, mais les choses vont reprendre de plus belle. Vous connaissez les Béninois. Les choses vont reprendre. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir la force de jouer aux gendarmes derrière nous avant que nous ne respections les lois.
Ah non. Sensibilisez-nous. Aujourd'hui, on a plein de lois. Pourquoi vous ne demandez pas aux populations de simplement observer la loi? Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut le dire. Je l'ai dit. Nous respectons la loi. Les Béninois respectent la loi. Mais ce qu'ils déplorent, c'est la force. L'obéissance qu'on a transformée, n'est-ce pas, en une obligation, en un devoir. La force, n'est-ce pas, en un devoir. Et puis l'obéissance, la force, j'allais dire, la force en un droit. Et puis l'obéissance en un devoir. Alors que nul n'est éternellement fort. Nul n'est éternellement maître. Et donc, à ce niveau-là, il faut que le prince national revoie sa stratégie, revoie sa manière de gouverner pour que désormais, qu'il n'y ait plus de ces genres de crise. Les Béninois sont suffisamment fins pour encore les mettre dans une situation qui va les stresser davantage, pour les tuer finalement. Donc, désormais, il faut que Patrice Talon écoute son peuple, n'est-ce pas, qu'il écoute son peuple pour qu'on évite ce genre de situation. D'accord, je vais prendre l'avis de Eugène Alosoupou dans ce studio. Est-ce que vous êtes d'accord que Patrice Talon n'écoute pas en définitive son peuple? C'est pas du tout mon avis. Je dois dire que imposer les castes aux usagers de la route, eh bien, c'est une décision policière. Même si il y a un chef des armées, tout le monde. Est-ce que les Béninois sont différents des autres peuples qui portent les casques, qui sont disciplinés dans la circulation? Non. On me dira peut-être qu'il y a une conjoncture financière, qu'il n'y a pas de l'argent pour le faire. Il y a aussi la manière. Vous savez, le policier ne caresse pas. On n'a pas dit que le policier est là pour réprimer, pour frapper. Non, s'il vous plaît. Un va-t-en-guerre. Lorsque vous avez vu toute la pression qu'on fait, et il y a pourtant des Béninois qui continuent d'aller sans casque. Vous ne les voyez pas dans la circulation? Malgré la pression. Et s'ils ne le faisaient pas? Moi, je n'ai aucune répression, je n'ai un regard négatif à jeter sur un président de la République parce on a imposé un casque. Au Togo, aux voisins, c'est fait. Et le conducteur et celui ou celle qui est derrière doivent porter le casque, c'est une obligation. Donc il y a, ce n'est pas nécessairement une question de écouter le peuple, ne pas écouter le peuple. Un président de la République est élu pour mettre en pratique une politique qui réponde aux aspirations du peuple. Mais c'est pas pour autant que le peuple doit dicter la loi au président de la République. Ce n'est pas ça. Nous sommes dans un régime présidentiel qui est un régime fort. Et ce régime-là, celui qui le conduit, a le loisir de concevoir les choses avec ses collaborateurs comme il l'entend. Et 2016, depuis que le président Patrice Talon est là, vous avez vu, il y a des récriminations, il y a des critiques, parce qu'il a une façon de faire les choses. Il a toute une façon. On a critiqué la réforme du système partisan. Voilà, nous en sommes. On aurait eu 200, 300, 300 partis politiques. Et le clientélisme politique aurait continué. On a parlé de structuration financière et économique, même si les gens pensent que il y a plus de l'argent qui tombe à la base, mais l'argent qui tombait à la base, c'est pas de l'argent propre. Il n'y a plus de manifestations politiques qui permettent aux populations à la base d'avoir beaucoup d'argent les week-ends. Ce sont des réalités, mais chaque époque avec ses réalités. Et à l'aide du président Patrice Talon, il a refusé que ça soit ainsi, qu'il y ait des messes de remerciements après les nominations, etc. Ces messes-là qui nourrissaient les femmes des villages, qui louent tonneaux, qui louent des bâches, etc. C'est difficile. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lui en vouloir. Chacun est libre d'être... Mais on n'a pas pu proposer autre chose en lieu et place de ces messes de remerciements qui permettaient d'avoir de l'argent. L'homme a besoin d'argent pour vivre. Le rôle d'un président de la République n'est pas de proposer des circuits parallèles et informels qui permettent aux citoyens de gagner de l'argent.
C'est quand même de permettre au peuple de souffler. Vous parlez d'une réalité. Non, ce sont de mauvaises pratiques que nous avons adoptées, sur lesquelles nous nous basions pour renflouer nos poches. Et nous pensons que puisque on a coupé ça, celui qui l'a coupé est devenu le plus mauvais des citoyens. C'est faux. Nous surfons sur des vrais. Vous savez que dans l'administration, il y a des gens qui allaient à 4 à 5 missions en une semaine, frauduleusement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le don d'ubiquité, certainement. Ah oui, non, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'on a institué le CIMO qui permet de contrôler électroniquement les sorties pour les missions. Tout n'est pas mauvais et ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans les poches que quelqu'un. L'essentiel, c'est que nous voyons loin. Dans la restructuration, c'est peut-être pour les générations à venir. Eugène Alosupo, à un moment où vous-même vous dites qu'il y a eu des circuits pour gagner de l'argent qui ont été fermés et que vraiment les gens souffrent, à ce moment-là, vous décidez quand même de la répression des casques, du non-port des casques et avec à la clé l'amende, qui franchement. Ce qui est paradoxal. C'est autre chose. C'est la débandade dans le bas des populations. Je parle de circuit parallèle informel. Oui. Pourquoi devons-nous croire que l'informel est la règle? Mais l'informel a toujours subsisté dans tous les pays. Même dans les pays les plus développés. Non, je ne parle pas de l'informel en tant que circuit commercial. Je parle de l'informel politique. Est-ce que le rôle d'un cadre, c'est d'aller remercier le chef de l'État et de commander des messes quand il a été nommé, s'il était compétent? Il va trouver l'argent où pour le faire? Il va faire un prêt pour le faire? Il va creuser dans les caisses de l'État pour le faire? Et puis, aller faire un prêt, quitte à rembourser quand il va commencer à travailler au poste où il a été nommé. Non, sur quelle ressource? Non, ne nous leurrons pas. Il y avait de mauvaises habitudes qui avaient cours dans notre pays. Malheureusement, vous savez, chacun apprécie le président de la République à partir de ce qui entre dans sa poche et dans sa bouche. C'est dommage. Nous ne voyons pas ce qui est fait pour nos enfants, pour le futur. Je suis d'accord. Quel est le fonctionnaire qui, depuis 2016, n'a pas eu son salaire? Il y a un fonctionnaire qui a manqué son salaire? Mais ce salaire, il est de combien? Le revenu... Non, écoutez, vous savez que le niveau des salaires est très bas au Bénin, comparativement à la sous-région. Le coût de la vie, vous savez ce que c'est aujourd'hui? Non, s'il vous plaît, ce n'est pas le président Patrice Talon qui est le premier à fixer les bases de salaire au Bénin. Le salaire existe depuis 1960. Oui, mais il est venu pour améliorer les choses, il a dit. Améliorer les choses? Oui. Vous savez, pour partager, il faut avoir produit. Et il faut en avoir suffisamment. Donc les Béninois ne produisent pas. Quand je dis produit, c'est à la limite une figure de style. Nous travaillons, il y a une réalité. Nous devons apprendre à mieux travailler. Qu'on soit de l'administration, qu'on soit commerçant. On ne travaille pas encore bien au Bénin. Vous avez des autres autour de nous. Vous avez les autres autour de nous. Vous voyez comment l'administration fait, malgré les forcing, tout ce qu'on fait. Vous voyez comment il y en a qui peuvent se permettre d'aller au boulot quand ils veulent, revenir plus tôt. Même si... tout ça là, c'est fini, on nous a dit. C'est fini. Écoutez, vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez jamais contrôler à 100%. Nous ne sommes pas nés aux mêmes endroits. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Malgré les pressions, il y en a qui continuent de mal recevoir les usagers. C'est la réalité. Vous savez, le mal que nous traînons depuis 1960, vous savez, le président Kérékou est parti, on a dit c'était le meilleur de tout le monde. Le président Yahi est venu, on a dit il est le meilleur de tout le monde. Le président Talon va partir, on dira qu'il est le meilleur de tout le monde. Et le cycle va continuer. Nous sommes dans un régime présidentiel, n'oublions pas. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et dans un régime présidentiel, celui qui est au pouvoir imprime sa marque à la gouvernance en cours. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Et chaque pouvoir, que ce soit au Bénin, dans le monde entier, chaque pouvoir a sa mafia. Ça peut être une mafia propre ou une mafia malpropre, mais chaque pouvoir a sa malpropre. Chaque pouvoir a ses nouveaux riches. Chaque pouvoir a ses pauvres. Ce sont des réalités certaines. Vous savez, la vraie vérité, comme le dirait l'autre. Ce à quoi nous nous accrochons, c'est la pulsion, c'est peut-être la rigueur avancée
la façon de voir avec beaucoup de cran du président de la République, mais lorsqu'on voit les choses ainsi, on marche toujours sur des intérêts. Et je conçois qu'il y ait beaucoup de Béninois qui pensent que les intérêts ont été brimés à comparer à ce qu'ils gagnaient il y a des années antérieures. C'est évident. Mais si ce que vous gagnez pendant les années antérieures n'est pas de la norme, de la logique, vous ne pouvez pas continuer à vous morfondre du fait que vous avez perdu ce que vous gagnez de façon illégale. Est-ce qu'il y a un fonctionnaire au Bénin qui n'a pas son salaire depuis 2016? C'est vrai. Les à côté, ça n'existe pas. Ça n'existe plus suffisamment. Il y a des structures qui ont été repensées. Il y a des gens qui étaient bien positionnés et qui ne le sont plus aujourd'hui, mais c'est la vie. On ne peut pas être de façon continue en pole position partout. Dans l'administration, vous devez être simple fonctionnaire, vous avez chef division, chef service, avant d'être directeur, etc. C'est la logique. J'ai envie de voir celui qui sera élu en 2026. Il a beaucoup. Je n'ai pas envie d'être à sa place parce que la barre a été menée très haute et je veux le voir se débattre face aux défis que nous nous sommes créés à partir de 2016 et face à ce qui pourrait être les besoins des Béninois. Aucun président ne paiera le salaire à tous les citoyens. C'est faux. Aucun président ne pourra tout faire. C'est faux. Aucun président ne peut régler tous les problèmes de la République. C'est faux. Et donc, chaque Béninois est libre d'être de l'opposition de la mouvance, d'apprécier le président par ses talents, de ne pas l'apprécier. Chaque Béninois, c'est que ça. Et je vous le répète, eh bien, de plus en plus, l'appréciation de celui qui est en face dépend de ce qu'on a dans sa poche, et de ce qu'on gagne de lui, de ce qu'on pense utile à sa propre prospérité. C'est dommage, mais c'est ainsi. Peut-être que ce sont nos fondements fondamentaux qui sont comme ça, mais nous devons revoir les choses autrement. Les autres peuples évoluent. L'effort, par exemple, il y a quelque chose qui est décrié, la pression fiscale. On parle de pression fiscale, mais si on ne perçoit pas les impôts, on fait le minimum comment? Vous me direz qu'il y a TVM, vous me direz qu'il y a l'assurance qui a augmenté. L'assurance qui a augmenté. Il y a la visite technique aussi qui a augmenté. Vous savez, la plupart, vous savez, ce qui est ridicule, c'est que la plupart des Béninois qui sont à l'extérieur, quand ils viennent en vacances, ils te disent le pourcentage de leur salaire qui sert à payer les impôts à l'extérieur. C'est beaucoup, surtout quand vous n'avez pas de famille, quand vous n'êtes pas marié. Ce qu'ils paient dans les pays... C'est incitatif au mariage. Ce qu'ils paient, je suis d'accord, si tu n'as pas de charge familiale, tu es considéré comme un inutile de la République. Où on te ponctionne sur ton salaire suffisamment. Ce qu'ils paient à l'extérieur, ils paient en France sur les impôts, sur les salaires. Par rapport à ce qu'ils paient au Bénin, c'est insignifiant. C'est totalement insignifiant. Mais on ne peut construire. Comment doit-on construire vous voulez qu'on ait les mêmes impositions non, pas du qu'à tout. l'extérieur? Pas du tout. Tout est fonction de ce qu'on gagne. Mais l'imposition n'est pas un mal. C'est pas une maladie. Payer les impôts, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas de la pression. Le niveau de développement n'est pas le même. Non, écoutez, le niveau de développement ne se décrète pas. Le niveau de développement s'acquiert progressivement. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas. Non, écoutez, vous savez, il y en a qui se sont permis d'acquérir des milliers de parcelles. Vous payez les impôts sur les parcelles, c'est une obligation. Même des parcelles qui ne sont pas exploitées. C'est une nécessité. C'est une obligation. Vous payez les impôts. Vous avez un véhicule, vous payez les impôts. Vous avez un salaire, vous payez l'impôt sur salaire. Vous me direz que l'assurance a augmenté, mais vous avez un véhicule. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir un véhicule. Ça veut dire que si vous achetez un véhicule, c'est une démarcation sociale. Et vous assumez ça. C'est de la responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer à dire on croise les bras. Et vous avez devant vous des poteaux électriques, des voies qui passent. Vous avez des écoles qui sont construites dans votre quartier. Et vous croisez les bras pour dire vous ne contribuez à rien. Vous parlez de quel niveau de développement? Le niveau de développement, c'est une quête permanente. C'est par rapport au fait. Et c'est pas pour rien que les pays les plus organisés on parle de marche graduelle.
par rapport au serrillage des partis, des pays, par rapport aux côtes financières. Je suis d'accord. Vous savez, vous aurez la parole certainement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous savez, on a la manie de croire que il suffit de crier démocratie pour que les choses sautent. Le mal que nous sommes fait en 1990, c'est de croire qu'il aura suffi de la démocratie pour que tout aille bien. C'est faux. Le mal que nous nous sommes fait, qui a cru ça? S'il te plaît, le mal que nous nous sommes fait en 90, c'est qu'ensemble nous n'avons pas parlé de développement. Nous n'avons pas parlé à la conférence nationale des efforts que chacun doit faire pour relever le pays. Et on a cru que parce qu'on a proclamé démocratie, eh bien, le pays va voler sur ses ailes. Mais le pays avait quel problème en ce moment? Non, s'il vous plaît. Le pays avait quel problème en ce moment? S'il vous plaît. Oui. Mais le problème que nous avons, c'est la manque de route. C'est la malgouvernance. Chacun de nous, parce que la révolution, chacun de nous, c'était les grandes difficultés du vivre ensemble. Chacun de nous, le pays était bloqué. Non, écoutez, chacun de nous, parce que le régime Kérékou frappait et avait emprisonné, voulait acquérir de la liberté. Et nous n'avons pas. La liberté était en panne. Je suis d'accord. Comme le développement était en panne aussi. Et nous n'avons eu de regard que sur les libertés, parce qu'on a fait 10 ans, 15 ans de prison. C'est normal, hein, quand on a vécu ça dans sa peau. Mais au même moment que nous avons, en 90, nous devons tracer les voies utiles et nécessaires à la progression, au développement. Ça, là, nous n'avons pas fait. Tout ça, là, en 10 jours? Pourquoi 10 jours? En 10 jours, c'était le temps imparti pour la écoutez, nationale. C'était même pas 10 jours, c'était une semaine. Non, c'était inédit. Je crois que vous comprenez ce que je dis, mais vous n'avez pas envie de comprendre. On aurait pensé concomitamment le développement qu'avec la démocratie. Le bébé sorti de la conférence en 90 s'appelle la démocratie. Oui. Et la liberté. La liberté d'association. Et c'est elle qui nous gouverne, je suis d'accord. Mais de 90 à une certaine époque, de là que nous parlions de démocratie Nescafé, de tout ce qui s'en est suivi, eh bien, nous avons gagné quoi? Nous avons gagné le développement des individus, des hommes politiques positionnés. À la base, les populations ont gagné quoi? Absolument rien. Les populations ont gagné les libertés. Mais, écoute, en plus de liberté, il faut vivre et survivre. D'accord. Issola Digué. Mon cher Peggy, lorsque nous commençons par, n'est-ce pas, tenir une voix discordante, certains pensent que nous sommes contre le chef de l'État. Non, bien au contraire. D'accord? Au contraire, nous militons pour qu'il réussisse son mandat. D'accord? Et donc, c'est pas que je balaie d'un revers de la main que le chef de l'État fait des efforts pour sortir le Bénin de sa chrysalide. D'accord? Il fait des efforts. Mais tout n'est pas rose. Ayons le courage de le dire. Il a parlé des libertés suffisamment. Il a fait une litanie d'un certain nombre de problèmes, de difficultés que nous avons vécues par le passé. Et aujourd'hui, elles sont comment? Prenons le cas des libertés. Les libertés sont comment aujourd'hui? Les libertés sont bâillonnées. Est-ce que les syndicalistes ont aujourd'hui, n'est-ce pas, la liberté de manifester? Dites-moi, sur le plan politique également. Est-ce que la liberté conduit au développement? Eh bien oui. Lorsque vous n'êtes pas libre, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Dites-moi. Lorsque vous n'êtes pas libre, vous pouvez faire quoi? Sur le plan politique aujourd'hui, on en a suffisamment parlé. Les gens ne sont pas libres. On peut travailler. Sur le plan politique aujourd'hui, les gens ne sont pas libres. Le paysage politique est enserré. Mais pourquoi voulez-vous pris en otage. Pourquoi voulez-vous toujours parler politique? Est-ce que la politique politicienne conduit au développement? Je ne parle pas de politique politicienne. Je n'invente absolument rien, comme j'ai l'habitude de le dire. Batoko l'a récemment dit, il a ressassé. Et donc, à chaque fois, il dit au président de la République de libérer l'espace politique, laisser les gens s'organiser, s'autodéterminer sur le plan politique. C'est vrai qu'on trace une ligne. Patrice Talon a une ligne pour sa mouvance présidentielle. Mais il ne peut pas, n'est-ce pas, s'en prévaloir pour contraindre tous les autres à se mettre dans les rangs. Ah non. Mais si c'est la marche pour le développement.
Quelle marche? Ici, on parle du code électoral. Vous êtes contre le développement? Je ne suis pas contre bien au contraire. Bien au contraire. Pourquoi pourrais-je être contre le développement? Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les mesures qui sont prises pour aller au développement? Mais si les mesures sont liberticides, d'accord, elles ne favoriseront jamais le développement. Le Bénin ne vit pas en autarcie. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays. On en a suffisamment parlé ici, le cas sénégalais. Si les gens se comportaient de cette façon, est-ce qu'aujourd'hui, leur démocratie deviendrait, n'est-ce pas, une référence? Cette démocratie que tout le monde évoque, n'est-ce pas, en exemple, dites-le moi. Et donc aujourd'hui, sur le plan politique, le Sénégal pourrait encore être cité en exemple. Mais aujourd'hui, j'ai le blues quand j'en parle, parce que nous sommes le laboratoire de l'Afrique. Avait cru que la démocratie était Lorsque j'en parle, j'ai le blues. Pourquoi? Laboratoire de la démocratie en Afrique, voilà ce que nous sommes devenus. On a appris, n'est-ce pas, le régime actuel à enjamber la balustrade qui constituait, n'est-ce pas, ce bouclier qui protégeait les acquis démocratiques de notre pays. D'accord? Et dans ça, il y a les questions de liberté. Aujourd'hui, c'est bâillonné. Les libertés sont bâillonnées. On n'est pas libre. Mais vous parlez quand même. Et vous parlez. Mais je parle. Et vous dites ce que vous pensez. Pourquoi parlez-vous de liberté ici? Je ne peux pas tout dire. Liberté bâillonnée ou soit embastillée. Pourquoi? Mais écoutez. Mais vous parlez. Vous n'êtes pas inquiété. Écoutez, je crois que nous sommes dans le même Bénin. Je ne sais pas si vous êtes dans un autre Bénin. Dites-moi le contraire. Que vous ne parlez pas. Mais dites-moi, nous parlons des libertés. Mais vous parlez, non? Deux, nous parlons du paysage politique qui est aujourd'hui embastillé ou enserré dans un carcan qui ne permet pas à chacun de s'exprimer. Quand on prend le code électoral, par exemple, vous voyez la question du parrainage. On va être obligé de... Vous voyez la question du parrainage. Les politiciens ne sont pas libres aujourd'hui de parrainer qui ils veulent. On en a tellement parlé dans cette émission. Nous allons revenir à notre débat sur le limogeage de Johannes Dagnon. L'homme, aujourd'hui, a été limogé. Quel sera l'impact sur le plan politique, selon vous, sur la politique rupturienne? Parce que, quand même, il occupait un poste assez stratégique. Est-ce que vous voyez quelqu'un à même de pouvoir lui succéder? Ben, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Le ministre Koubaki est choisi pour jouer le premier rôle à la présidence. Il le jouait déjà. C'est par intérim. En tant que... écoute, c'est le président de la République qui a décidé ainsi. Donc, il n'y a pas de vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture dans l'action et à la paix. Vous savez que le BAI qu'il dirigeait, en plus de son statut de chargé de mission spéciale du président de la République, est une structure importante dans les réformes économiques et financières. Et donc, vous connaissez le statut du ministre Koubaki, ancien ministre des Finances, ancien ministre du Développement. Il n'a pas de commentaires à faire sur son profil quant à ce poste à cette nouvelle responsabilité qui lui est confiée. Et dans la mouvance, puisque vous posez la question, la suite, c'est que le président de la République continue de tenir la baguette de la mouvance. Il a la maîtrise du jeu jusqu'à la dernière minute. Il pourrait y avoir d'autres actions qui surprendraient au vu de la gravité des situations et des contextes. Dans tous les cas, il a envie que 2026 soit florissant pour la mouvance qu'il dirige. Et tout se fera dans cette logique-là, sans pour autant empêcher l'opposition de s'exprimer. Il y en a, la plupart des gens s'expriment, comme mon ami Chola qui est ici et qui parle et qui pense que tout est à l'envers dans tout est à l'envers dans le pays. Vous n'êtes pas un acteur politique, mais vous êtes un citoyen politique, ça se voit. La réalité des choses, aucun président ne viendra tout faire, et aucun président ne sera apprécié de tous. Et en tant que citoyen, chacun de nous est libre d'être pour ou contre, mais l'un à l'autre, nous devons voir le sens de la logique.
Personne n'a dit ici que le président Talon est le meilleur de tous les présidents. Il a des choses, des acquis fondamentaux qui ne changeront pas, quelle que soit la personne qui va venir, qu'elle soit de l'opposition, de la mouvance. Mais la suite, c'est difficile quand les choses sont dures. Ce n'est pas difficile pour une seule personne, c'est difficile pour tout le monde. Et donc, mais c'est pas pour autant que le ciel est tombé sur nos têtes. Gardons droite la marche. Moi, j'ai espoir que demain sera meilleur au vu de ce qui a été fait et de ce qui est fait depuis 2016. Non, je crois c'est déjà l'heure des conclusions. Non, je crois que Patrice Talon, comme il a dit, a envie, n'est-ce pas, de garder la baguette de la mouvance, de contrôler sa mouvance jusqu'à la dernière minute, puisque lui-même l'a dit. Il a dit, tous ceux qui tenteront, n'est-ce pas, de sortir de mon champ, celui que j'ai tracé, tous ceux-là me verront sur leur chemin. Et ça se passe, ça se réalise aujourd'hui. Et donc, au-delà de cet aspect, vous va demander tout de suite la suite, quelle sera la suite des événements. D'accord, mais il est le seul à pouvoir, n'est-ce pas, savoir ce qu'il faut faire pour la suite des événements. Et donc, s'il est arrivé, ou s'il en est arrivé à limoger son proche, son cousin, ça veut dire que... Son conseiller spécial. Son conseiller spécial, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a forcément une pièce de rechange. Et il a souligné tout à l'heure qu'Oupaki est là. Je crois que, bon, en tout cas, je le souhaite bon vent. Mais l'autre chose que je demande au chef de l'État, c'est qu'il fasse en sorte qu'on l'inscrive, qu'on grave, n'est-ce pas, son nom au parangon, n'est-ce pas, des présidents de la République les plus dignes, puisque lui-même, il a envie d'être porté en triomphe à la fin de son mandat. Il veut ressembler à Mandela. Il va falloir qu'il estime, n'est-ce pas, de sa gouvernance, ce genre d'événements, des éléments, n'est-ce pas, chrysogènes. Je prends le code électoral, c'est chrysogène, tout le monde a parlé, les prêtres ont parlé, la société civile, tout le monde. Malgré ça, on fonce droit dans le mur. Et donc, nous allons demain en tirer les conclusions. Hein. Vous avez entendu parler les prêtres récemment. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, attention, ce que vous faites là, c'est dangereux pour notre pays. L'avenir risque d'être sombre. Et par rapport à ça, il va falloir que Patrice Talon écoute tout ce monde pour que demain, il ne se retrouve pas seul devant le tribunal de la conscience, devant le tribunal de l'histoire. Et donc, voilà ce que j'ai rapidement à lui dire, plutôt que d'écouter les sirènes, les bonimenteurs, les zélateurs, les laquais, tous ceux-là qui veulent le pousser, le voir dans le gouffre. Je sais qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans cette falaise. L'avis, la position d'une frange de la population, eh bien, reste une position sectaire. Sur un point de vue, ça n'engage pas l'ensemble de la population. Ce que les prêtres ont dit, c'est de leur droit. La société civile, chacun y va de son droit. Nous sommes dans un pays, vous avez dit que nous sommes dans un pays de droit, et dans un pays de droit, le Parlement est une institution qui légifère, le Parlement a légiféré à majorité, le reste, ce sont des négociations. La loi a été promulguée avec, eh bien, l'avis de constitutionnalité de la Cour. Nous sommes à des mois de la présidentielle. Pourquoi? Au Sénégal, il y a 3 mois, tout le monde dit que la démocratie était en feu parce que Macky Sall a fait ça. Le même Sénégal tient debout. C'est pas parce qu'il y a des actions éparses. Je vous en prie, c'est soit une session d'être pessimiste, loi chrysogène, tout ça. La démocratie, c'est le rapport de force. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Et lorsque vous êtes en face et que vous brandissez, eh bien, le rapport de force, c'est le principe fondamental de la démocratie. 3 personnes ne s'imposent pas, eh bien, à 7 ou à 8 autres, puisque c'est le principe que nous avons établi. Mais si ces personnes-là ont raison. En démocratie, oui. La majorité, c'est la majorité qui a raison. Et vous êtes juriste et vous savez de quoi je parle. La majorité n'a pas toujours raison. Là, nous sommes sur le plan philosophique. Moi, je ne suis pas un philosophe. Je suis journaliste de profession. Je n'ai jamais fait la philosophie. Ah bon? Et je pense, ce que je suis. J'ai envie de vous poser une question. Comment avez-vous obtenu votre bac? Ce que je suis spécialiste des questions parlementaires
Et il n'y a pas de démocratie sans Parlement, il n'y a pas de Parlement sans démocratie. Et le Parlement a voté le code électoral. Le reste pourrait être des négociations, même pas des impositions. Et la société civile est différente de la société politique. Et la société civile ne donne pas des ordres à la société politique. Et c'est la société politique qui donne des ordres à la société civile? Non. Nous parlons la démocratie. Le porte-flambeau de la démocratie, c'est le Parlement. Et ce que nous avons dit, le code électoral n'a pas été voté à la bourse du travail. Le code électoral n'a pas été voté au Palais de la République. Le code électoral a été voté au Palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale. Qui sont ceux qui ont voté? Merci beaucoup. Ce sont les députés de la mouvance présidentielle. On va continuer le débat dans les ménages. On va poursuivre les réflexions aussi chez nous, entre nous, comme nous savons si bien le faire au Bénin. On aime le débat, surtout la politique. Ça prend, c'est les esprits qui commencent véritablement à s'échauffer et tout. Mais on reste quand même, j'allais dire, assez retenant. On garde la tête froide. On garde, on va dire, en lumière, en tête, l'essentiel qui rassemble, l'essentiel qui apaise et qui construit. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. C'était Point 7 pour le compte de cette semaine. À vendredi prochain. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Big, c'est le pied.